Ménagerie au ciel, les animaux, les arbres vont-ils au paradis? Dieu se préoccupe-t-il du salut de ceux qui ne sont pas des êtres humains? Pour Franck Dubois, théologien, dominicain, auteur du livre Pourquoi les vaches ressuscitent, bêtes et plantes sont associées au mystère de la création dont il faut prendre soin. Religion du monde, Geneviève Delrue. Dimanche, à partir de 9h10 TU. RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Merci d'être fidèle au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI. Merci d'être fidèle au rendez-vous dans votre poste radio, le rendez-vous audio. Mais il y a aussi, vous le savez depuis longtemps maintenant, le rendez-vous vidéo. Vous pouvez nous voir grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Alors, ceux qui sont aussi au rendez-vous aujourd'hui, qui sont fidèles à Radio Foot, et je suis sûre que vous les attendez beaucoup, eh bien, c'est Rémi Ngono et Xavier Paré. Bonjour Rémi. Bonjour. Voilà. Nouveau parisien, voilà. Ah oui, je vois votre petit liseré bleu, blanc, rouge. Là, ça en dit beaucoup sur le club que vous allez soutenir. Oui, bonjour Annie. Il n'y a plus le Real, on le sait. Oui, ça enlève un sujet de dispute, mais on en trouvera d'autres avec Rémi. Je crois qu'il y en aura d'autres. Et puis notre réfé à tous, Alejandro Valente, est là. Bonjour Alejandro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde aussi derrière la vitre, comme on dit aujourd'hui. Sarah Lou Bakouche qui m'a aidé à préparer l'émission, mais il y a aussi nos réalisateurs audio, Laurent Salerno et Pierre Cognard, et puis Thibaut Baduel et Léo Bernard pour ce qui est de la vidéo, et grâce à qui vous nous voyez. Dans les débats du jour, au menu, une soirée de gala ce soir à Lisbonne, un face-à-face de géants entre deux clubs géants d'Europe, entre deux équipes géantes par leur palmarès et surtout entre deux buteurs géants. Barça-Bayern, ce sont aussi 10 Ligues des Champions sur la pelouse au coup d'envoi, mais un seul pourra gagner un 6e titre de ce palmarès. Alors qui est-ce que ça sera? À vos pronostics sur notre page Facebook notamment, et à nous les analyses d'ici quelques instants. Les séduisants débutants de Leipzig en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Cette équipe de jeunes joueurs aguerris est-elle vraiment l'adversaire rêvé pour les Parisiens? De quoi le PSG doit-il se méfier? Nous essaierons de voir de quoi leur donner des conseils peut-être carrément aux Parisiens, n'est-ce pas Rémi? On compte sur vous. L'Olympique lyonnais demain soir contre Manchester City. Quelles sont les chances des Gaunes que certains imaginent déjà massacrés par les Citizens? Ce ne fut pas le cas pourtant il y a 2 ans et nous verrons quelles sont les chances des Lyonnais. Et puis Cristiano Ronaldo a-t-il encore un avenir en Bianconeri? La Juventus de Turin, après son nouvel échec en Ligue des Champions, voudrait rajeunir son équipe, rajeunir son projet. Cristiano est-il devenu encombrant? Je suis sûre que Rémi l'hébergerait chez lui. On va voir ça. Et il y aura aussi bien sûr la session carton. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Oh Messi! Oh Messi! Quel but il met encore! Quel génie! L'entrée de la surface, le contrôle orienté est une merveille de Robert Lewandowski qui s'arrête plus. Et oui, entrée des artistes, cela aurait pu être une finale de Ligue des Champions, mais dans cette étrange année 2020, ces deux quintuples vainqueurs de l'épreuve européenne vont en découdre et en 90 minutes et seulement au stade des quarts de finale. Pour le Barça, c'est à retenir, c'est le 13e quart de finale consécutif. Mais le Bayern est aussi bien sûr un habitué de la phase finale de cette compétition. Surtout, et c'est une statistique qui a retenu notre attention, le vainqueur de ce duel européen, et c'est déjà le 5e qui va se tenir ce soir, est ensuite le vainqueur de l'épreuve. Alors qui sera champion? Quel enseignement surtout tiré des différentes confrontations? En 2015, souvenez-vous, le Barça gagne avec un moment resté dans les mémoires et surtout dans les mémoires des réseaux sociaux. Rakitic pour Messi, il peut faire la différence encore. En un contre un face à Boateng comme tout à l'heure. Oh, le dribble de Messi! Et le ballon piqué! Extraordinaire!
s'en souvient de cette action, Alejandro Valente? Oui, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que les deux protagonistes de cette action, à savoir Messi et Boateng, sont encore là. Et probablement, Boateng aura fait quelques cauchemars à l'idée de retrouver l'attaquant argentin. Il en a beaucoup ri ensuite de ce moment. Mais Xavier, on se souvient, c'était un match très tactique ce soir-là, parce que Pep Guardiola était du côté du Bayern. On avait le Barça, et puis on avait surtout eu ce jeu qui avait terminé après en une avalanche de buts. Pratiquement, il y avait eu beaucoup de buts, mais jusqu'à un certain moment, c'était très tendu et on se demandait qui allait gagner. On se demandait effectivement de quel côté ça allait basculer, et finalement ça a basculé du côté du Barça, avec un Messi stratosphérique qui a fait la différence, avec effectivement cette action-là, mais il y en avait eu beaucoup d'autres. Cette action-là qui est restée dans les mémoires, parce qu'effectivement Boateng se retrouve les 4 fers en l'air, alors que c'était quand même le défenseur central de l'équipe d'Allemagne championne du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un défenseur au-delà de tout soupçon pour ses qualités. Voilà, là ce soir, j'avoue que je ne suis pas certain que Boateng soit encore au sommet de son art. Ça, c'est peut-être qu'on va y revenir après, mais il faut rappeler quand même que ça fait 5 ans. Messi, lui, reste toujours aussi performant. En revanche, Boateng a été gardé au Barça parce que la relève est pas au Bayern, parce que la relève est pas tout à fait prête, et surtout que Niklas Süle, qui est son successeur désigné, est blessé. Donc, a longtemps été blessé en défense. Voilà. Et donc du coup, Boateng est toujours là pour dépanner. Son complice de l'époque, Mats Hummels, lui, est parti, est retourné à Dortmund. Donc le rajeunissement du Bayern se fait progressivement. Boateng, lui, est encore là. On va voir comment il tient le choc ce soir. La charnière Boateng-Alaba n'offre pas toutes les garanties, et ça peut être une des clés de ce match. Justement, à quel genre de match doit-on s'attendre, Rémi Ngono? On cite 2015 parce qu'effectivement, ça avait été un match marquant et très tactique vu les entraîneurs qu'il y avait à ce moment-là. Ce soir, à quoi faut-il s'attendre dans ce choc de deux géants? Facile de se rappeler toujours des bonnes épopées du Barça et jamais de ces soirée cauchemardesque. Rappelez-vous que le même Barça, quand même, avait pris face au même Bayern 7-0. C'est comme si c'était en l'an 1980. C'était en 2013. Je crois bien que vous vous souvenez. C'était pas aussi loin que ça. Il y avait le même Messi, où le Bayern il y avait Boateng. Pour vous Mm-hmm. dire que de toutes les façons, ça dépend du contexte. Parce qu'il y avait aussi Pep Guardiola. Parce que Pep Guardiola, bien évidemment, entraînant le Bayern, ne donnait pas les mêmes garanties. Parce que le Bayern... Ce soir, parlez-moi. Attendez, oui. J'y viens. Le Bayern, parce que vous avez évoqué le passé, il faut quand même que je vienne sur le passé. Le Bayern de l'époque était en 4-3-3, époque Guardiola. Et ça donnait des boulevards. Et c'est pour ça que Boateng s'est retrouvé face à Messi à plusieurs reprises. Maintenant, le Bayern est retourné à son schéma tactique, à savoir le 4-2-3-1. Et là, c'est encore une bonne assise. Il faut quand même se dire que ce Bayern, depuis la reprise, a quand même, avec le nouvel entraîneur, eu 19 matchs sans défaite. Ce qui signifie que... Et ils sont champions d'Allemagne. Et ils sont champions d'Allemagne. Ce qui signifie que pour le Bayern qui affronte le vice-champion d'Espagne, soit dit en passant, le Bayern a un avantage psychologique. Et maintenant, par rapport à Xavier Barret, qui utilise toujours son téléphone et attend toujours me perturber quand je suis en train de prendre le couloir de la défense centrale du Barça, et qui elle-même n'est pas aussi bonne que ça. Alors, je vais vous dire une chose, les deux défenses sont un peu perméables, mais les deux attaques sont aussi performantes. Donc, je me dis, il y aura des buts. Alejandro, justement, ce match ce soir, deux équipes, bon, elle n'est pas championne d'Espagne, le Barça, mais justement, elle ne l'est pas, et on sait pourquoi, parce que la période post-confinement a été beaucoup plus difficile, et fin de Liga a été beaucoup plus difficile pour cette équipe. À quoi vous vous attendez, vous, ce soir ? Je m'attends à une page blanche parce que je pense que c'est la première fois que ces deux équipes vont s'affronter en un match unique. On ne sait pas vraiment quel est l'état de forme de l'une ou de l'autre. Je pense que ça va être un match très serré. Pour Barcelone, c'est plutôt un avantage que ça se joue en match unique, je pense, parce que Barcelone, on l'a remarqué depuis la reprise, avait du mal à enchaîner les efforts et les matchs à répétition. Donc, il y a moins de matchs. Ils pourront mieux doser leur effort.
Moi, je les ai trouvés assez intéressants face à Naples, assez efficaces, surtout en première période. Surtout Messi. Et surtout Messi qui est en forme. Je pense que aussi les provocations de plusieurs dirigeants du Bayern ont titillé un petit peu l'orgueil barcelonais. Et je pense que c'est un Barcelone qui est extrêmement remonté, extrêmement déterminé, qui va aborder ce match. Et je pense que... On dit souvent, c'est pas du 50-50. Pour moi, c'est du 50-50. Mais Xavier, évidemment, remonté, motivé, on imagine le Barça. Mais quand même, leur objectif de la saison. Manque des armes à ce Barça, non ? Ce Barça qui a eu une saison compliquée. Les deux équipes ont cette année vécu un peu la même chose à distance, c'est-à-dire les deux ont changé d'entraîneur en milieu de saison. Ernesto Valverde a été remplacé par le surprenant Quique Setién, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, par contre, Niko Kovac a été remplacé par son numéro 2, Hans Flick, et là ça a l'air beaucoup plus probant, en tout cas, de coller plus au projet. Un changement qui s'était effectué plus tôt dans la saison et qui est resté finalement plus dans la continuité. Oui, qui avait été préparé. Comme vous le disiez, Annie, puisque c'était le numéro 2 qui a pris la place du numéro 1. Moi, ce que je voudrais quand même dire à Rémi par rapport à ce qu'il a raconté tout à l'heure, c'est que c'est plus difficile d'être deuxième en championnat d'Espagne que d'être champion d'Allemagne. On voit que le champion d'Allemagne, c'est le Bayern. Ça a été compliqué cette saison, justement. Oui, enfin, ça a été compliqué parce que la saison a été effectivement tronquée, enfin coupée par non, mais ils avaient très mal débuté. Il y avait beaucoup de concurrence avec le Dortmund de Lucien Favre, avec pas seulement cette année. Il y avait Leipzig, il y avait Mönchengladbach, il y a Leverkusen. Ça a été très disputé. Une très belle saison en Allemagne. Mais à l'arrivée, le Bayern a été encore une fois champion, avec un sprint final parfaitement maîtrisé. Donc, en face, on a un Barça qui, effectivement, a connu une saison avec des hauts et des bas. Qui se cherche. Là, si on s'en réfère à ce match contre Naples, effectivement, est plutôt sur une bonne dynamique, mais qui a quand même connu une fin de championnat un peu compliquée. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est que si on regarde ce qui s'est passé hier soir entre le RB Leipzig et l'Atlético, on voit que les équipes espagnoles n'ont pas vraiment eu de coupure, les équipes espagnoles qui sont en Coupe d'Europe. Donc, elles ont enchaîné ce championnat à rallonge avec la Ligue des Champions. Et donc... oui, on avait l'impression que ça pourrait les aider d'être dans la lancée. Et en fait, on les sent fatigués. On a vu que l'Atlético n'avait pas de ressort. Je crains que ce soit un peu compliqué pour le Barça aussi. Alors que les clubs allemands, eux, qui ont pu boucler leur championnat avant le 30 juin, en premier, ont eu une vraie coupe. Le Bayern a joué la finale de la Coupe d'Allemagne, qu'il a d'ailleurs gagné contre Leverkusen. C'était, je crois, le 4 juillet. Exactement. Donc, depuis le 4 juillet, ils ont pu avoir une vraie coupure, reprendre l'entraînement. Voilà. Et donc, ils arrivent en meilleures conditions physiques. Et je pense que dans ce contexte-là, effectivement, on sait que la condition physique, c'est déterminant dans ce genre d'épreuve. Je pense que le Bayern a un petit avantage sur le Barça. Mais ce monsieur, il est toujours en contradiction avec lui-même. Il nous disait que le désavantage des clubs français, c'était de se reposer le plus longtemps possible pendant que les autres jouaient. Maintenant, il nous fait comprendre que non, les autres ont trop joué. Et finalement, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Mais Rémi, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu... Comment est-ce que vous pouvez dire que... En Ligue des Champions, à quel moment les clubs allemands ont joué. Attendez, je vais te dire. Ils ont même été les premiers à rejouer. Puis ils se sont arrêtés, ils ont repris. Voilà. Comment ça se passe souvent? Comment ça se passe souvent pour qu'on joue une Ligue des Champions? Est-ce qu'on arrête souvent d'abord les championnats? Non, mais Rémi, cette année est complètement différente. Annie, on joue souvent la Ligue des Champions avec des championnats. Oui. Et justement, la Ligue des Champions se joue souvent en aller-retour. Oui, les mais sauf que Rémi... sont moins. Comment est-ce qu'on peut me parler d'épuisement? Rémi, écoutez-moi juste, quand il y a eu la fin des championnats, on sait que ça a été un peu une course contre la montre et qu'il y avait des matchs tous les 3 jours. Tant en Espagne, on s'en souvient, que même en Allemagne, où eux, ils ont eu plus de temps et surtout, ils ont eu plus de temps de se régénérer avant d'attaquer ce tournoi final. C'est juste ça, je pense, que voulait dire... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais comme Rémi Ngono m'a pas laissé finir, ou qu'il n'a pas voulu entendre, comme ça lui arrive souvent. Il y a un face-à-face dont on se délecte déjà dans cette épreuve, et c'est évidemment les défenseurs peut-être un peu moins, c'est ce face-à-face entre Messi et Lewandowski. Alors Rémi, on sait que Lionel Messi cette année, c'est 53 buts, toutes compétitions confondues. Non, pardon, 31 buts cette saison. Excusez-moi. Et 53 buts pour ce qui est de Lewandowski. Est-ce que, pour vous, il y a avantage, on va dire, à l'un des deux? Peut-être un plus en forme, si on écoute Je crois quand Xavier. même que Lewandowski, il marque beaucoup plus parce qu'il est avant-centre. On ne peut pas dire que Messi soit cette fois-ci avant-centre. Non, mais c'est le meilleur buteur du championnat d'Espagne encore. Il joue quand même cette fois-ci de plus en plus derrière les deux attaquants, voire il peut être côté droit, donc il sera confronté à autre chose. Alors que Lewandowski, lui,
il est directement servi par Alcantara et il est directement Gnabry qui font un excellent travail pour lui. Donc, c'est un bon finisseur. Donc, au niveau de la finition, il n'y a pas à discuter actuellement puisque les statistiques sont là. C'est-à-dire que c'est Lewandowski qui est au-dessus. Mais maintenant, sur la production du jeu, il faut se dire que c'est Messi qui est quand même meilleur parce que si Messi a un adversaire, il s'appelle Cristiano Ronaldo et non Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, on essaie de dire, oui, il est en forme, mais c'est 0 ballon d'or. C'est 0 fois joueur européen. Rémi Ngono qui tresse des lauriers à Lionel Messi. Je pense qu'il y a plus d'un auditeur qui doit tomber sur son séant. Il est le concurrent de Cristiano Ronaldo, je l'ai toujours dit. Non, il n'est pas le concurrent de Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo, il n'est plus là. Il regarde la Ligue des Champions devant sa télévision, s'il la regarde. Ah, mais voilà. et son club est éliminé. Ce qui signifie que depuis des années, puisque on va trouver quand même des rivaux à Messi. Le Barça est toujours éliminé en quart de finale, il ne faut donc plus parler de Messi. On va trouver des rivaux à Messi. Et Messi, le rival, c'est bien Lewandowski ce soir. Alors, Alejandro, sur ces deux hommes, sur ces deux phares dans chaque équipe. Je pense que, comme l'a dit Rémi, ils ne sont pas comparables. Effectivement, Lewandowski est dans un rôle très précis des finisseurs. On sait en tout cas que Lewandowski souvent se rate dans les grands rendez-vous. On verra si c'est le cas encore ce soir. Alors que Messi est plutôt excellent dans les grands rendez-vous. Non, en quart de finale, il se rate toujours. Vous vous souvenez, les 4-0, les ceci et cela. Mais il n'a jamais réussi depuis un certain temps à qualifier le Barça. Qui n'a jamais rien gagné, pas de Ligue des Champions, qui n'a jamais été en finale de Coupe du Monde, qui a jamais... Il a toujours perdu la Coupe du Monde, Écoutons Hansi Flick, l'entraîneur de cette équipe du Bayern, qui, lui, évoque justement la confrontation entre ces deux hommes. Also ich denke, man kann beide Spieler nicht miteinander vergleichen. Robert Lewandowski ist absolut. On ne peut pas comparer les deux joueurs. Robert Lewandowski est un attaquant de classe mondiale, un avant-centre. Il a beaucoup de qualités, surtout dans la surface de réparation. C'est la garantie de marquer des buts, de créer des opportunités aussi. Messi est lui de loin le meilleur joueur au monde depuis de nombreuses années, il n'y a pas de doute. C'est un joueur exceptionnel et je ne sais pas s'il y aura encore quelqu'un comme lui à l'avenir. C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux, mais c'est sûr qu'il y en a un qui est aussi le buteur actuel parce que le Suarez n'est pas trop en forme, Griezmann ou Dembélé pas vraiment non plus. Oui, pour moi, Lewandowski est de façon, enfin même si dans les statistiques c'est Immobilier qui a gagné le soulier d'or, je pense que Lewandowski le mérite davantage. Parce qu'il a eu beaucoup moins de pénaltys à tirer qu'en Italie. On sait qu'on a distribué des pénaltys à tir larigot en fin de saison et ça a permis de défausser un petit peu les statistiques. Il y a une petite précision quand même, parce qu'effectivement, on dit que ce n'est pas les mêmes genres de joueurs si on les compare dans leur club. Mais quand vous voyez Lewandowski avec l'équipe... moi, je parlais, évidemment, vous m'avez compris, des deux têtes de pont, quoi, c'est-à-dire l'un face à l'autre. Mais Lewandowski au Bayern joue comme un véritable avant-centre. Mais en sélection polonaise, il lui arrive de jouer plus en retrait avec un véritable avant-centre, comme par exemple Adam Milik de Naples. Donc il est aussi capable de prendre le jeu à son compte, de jouer dans un rôle de second attaquant, de meneur de jeu. C'est un joueur qui est effectivement sous-estimé parce qu'il est polonais, parce qu'il vient d'Europe de l'Est. Donc c'est des joueurs qui sont moins médiatiques que des latinos, pour parler simplement aux yeux du monde entier. Mais c'est un joueur qui a effectivement d'énormes qualités. Alejandro ? Oui, on va rassurer un de nos auditeurs qui nous suit sur Facebook, qui s'appelle Alfred Roni, qui dit « Rémi, en faveur de Messi, j'ai dû me tromper des directs. » Non, vous êtes bien sur le bon direct. Et d'ailleurs, en direct. Et d'ailleurs, nos auditeurs sont très partagés sur leurs résultats ce soir. Léger avantage pour le Bayern, mais beaucoup pensent que le vainqueur sera le vainqueur de la Ligue des Champions cette saison. Les statistiques, en tout cas, effectivement, le disent. Alors, il y a un autre duel aussi dans ce match. Et là, on peut comparer, parce qu'ils sont au même poste. Deux Allemands dans les cages, en plus. Il s'agit donc du champion du monde et précurseur dans son style. On l'a suffisamment raconté, Manuel Neuer, Xavier Barré. Et puis, on a son jeune dauphin qui est Marc-André Ter Stegen, qui est l'actuel, donc, depuis quelques saisons, gardien du Barça. Et que beaucoup de gens considèrent maintenant comme le meilleur gardien du monde, ce qui n'est pas le cas du sélectionneur allemand Joachim Löw. Et d'ailleurs, en Allemagne, on va scruter ce face-à-face avec beaucoup d'attention, parce que Löw continue à faire confiance à Manuel Neuer, il est fidèle. Qui est le capitaine, champion qui est du le monde. Pilier. Alors que Ter Stegen vit de plus en plus mal le fait d'être toujours la doublure de Neuer, qui est effectivement son aîné, mais qui est maintenant régulièrement blessé. La saison dernière, il a été souvent indisponible. Bayern, on l'a pas beaucoup vu. Et donc c'est un face-à-face
à distance, puisqu'ils seront chacun dans leur but, extrêmement important pour le poste de gardien de la sélection allemande. D'abord pour le résultat, évidemment, de ce match, mais pour le poste de gardien de la sélection allemande, parce que s'il y en a un qui se trouve au cours de ce match, forcément, il sera montré du doigt et il perdra des points importants. Alejandro ? Oui, et sachant que les équipes nationales sont à l'arrêt depuis le mois de novembre, donc ça fait presque un an que les deux joueurs n'ont pas eu l'occasion de se mesurer dans ces duels pour une place dans le but de la Mannschaft. En septembre, ça va revenir peut-être, et on verra si l'eau a évolué ou pas. En tout cas, le match de ce soir aura sans doute une grande importance pour eux deux. Rémi, sur ce face-à-face entre ces deux hommes. Rectificatif. Il ne faut pas me dire que Ter Stegen est le meilleur gardien du monde, puisqu'il n'est même pas meilleur gardien d'Espagne. C'est bien Thibaut Courtois qui est meilleur gardien d'Espagne. Donc, c'est lui qui a pris on le ne peut moins donc de pas buts. dire qu'on n'est pas meilleur gardien du monde. Attendez-vous les Catalans là. C'est pas pareil de mais jouer. C'est pas possible. Mais quel est ce référé qui doit jouer le juge et qui est du côté? Mais c'est pas possible. Non, mais il faut juste préférer. Non, mais c'est pas possible. Mais regardez comment ils sont. Regardez comment ils sont les Catalans. Regardez les Barcelonais. Thibaut Courtois est un très bon gardien. On va pas dire le contraire. On ne verra jamais l'indépendance. Thibaut Courtois est un très très bon gardien, mais il faut juste préciser à nos auditeurs que le trophée Zamora n'est pas celui de meilleur gardien, c'est celui du gardien qui encaisse le moins de buts. Et ces dernières années, ça a presque toujours été le gardien de l'Atlético de Madrid et jamais celui du Barça. Que le gardien qui a encaissé beaucoup de buts est le meilleur gardien du monde. Mais c'est hallucinant, Xavier Barré. Ça dépend ce que lui demande l'entraîneur. Ça dépend ce que lui demande l'entraîneur. Boire des boissons gazeuses, ça saoule. Ça saoule avant le direct. Est-ce que le meilleur gardien, celui qui encaisse le moins de buts dans le championnat d'Espagne, Xavier, ça reste à voir. n'en rajoutez pas, on a compris, vous n'êtes pas d'accord. Ça dépend des défenses. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire sur ce match, mais sur Madame Annie, sur les 10 derniers Zamora, je crois que ça a été 7 fois le gardien de l'Atlético qui a été élu. Pourquoi ? Parce que l'Atlético est une équipe hyper défensive qui prend pas de but. Bon. Donc ça voilà. sera un autre débat. Cette année, Xavier, je voulais juste comparer deux gardiens allemands, ça a un peu dérivé. Soirée donc sur RFI, vous pourrez vous faire votre idée en écoutant ou en regardant le match. En tout cas, l'écouter sur RFI, et Radio Foot viendra dans la foulée, sauf si ça se passe pas comme les autres soirs où il y a un coup de théâtre en fin de match et où le match se termine dans le temps normal. On continue. 2-1 pour le RB Leipzig sur cette frappe. Le club allemand passe devant. C'est terminé avec la victoire de Leipzig sur le score de 2-1. Qualification historique en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Oui, sur le papier, Leipzig, c'était le tirage le plus intéressant pour le PSG. Maintenant, à chaque fois que le PSG... 90 minutes plus tard... Sincèrement, ce Leipzig-là peut faire peur à Paris. Ce Leipzig peut faire peur à Paris. Oui, ils sont débutants, mais ils ont déjà l'air de ne pas se laisser intimider. Les hommes du jeune entraîneur Julian Nagelsmann, qui se sont qualifiés face aux expérimentés joueurs de l'Atlético Madrid. Alors, un parcours incroyable pour cette équipe qui participe, je vous le rappelle, pour la première fois. Un appétit insatiable apparemment, et Julian Nagelsmann rend hommage à ces jeunes prodiges. Il est important de noter que l'équipe a éliminé collectivement Tottenham et maintenant l'Atlético. Ça n'a jamais été une bataille d'entraîneurs, ni contre Mourinho, ni contre Simeone, et ça ne le sera pas contre Tuchel. C'est l'équipe qui compte. C'est un sport d'équipe. Les garçons ont eu un impact énorme, tout comme ils l'ont fait contre Tottenham. C'était la meilleure équipe et ils méritaient de gagner. Rémi Ngono, le Parisien. Avant le match, on se disait que ce Paris préférait prendre Leipzig, débutant, que l'Atlético Madrid. 90 minutes plus tard, vous nous dites quoi ? Est-ce que c'est l'adversaire rêvé ? C'est pas... Aucun adversaire n'est rêvé. Non, mais entre les deux, évidemment, il en fallait bien. Non. C'est l'adversaire rêvé du Paris. Parce que quand même, quand on voit Atlético défendre toujours, c'est un jeu chiant, toujours dans les 35 derniers mètres. Ça, c'est sûr mais ça a donné un beau match, du coup. Oui, mais par contre, quand vous voyez l'équipe de Leipzig qui attaque, il faut quand même se dire qu'au niveau de la possession, c'est eux qui avaient bien sûr la possession, avec aussi 538 passes, ce qui est énorme. Et cependant, pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon adversaire. Pourquoi ? Parce que
bien que jouant avec les 3 défenseurs, il laisse quand même, et bien qu'ayant une défense qui m'a paru assez solide à certains moments, avec mes canons, on se dit quand même que... On se dit quand même que cette équipe de Leipzig peut manquer d'expérience, surtout peut permettre à des attaquants virevoltants du Paris Saint-Germain, parce qu'il faut quand même se dire que Di Maria revient, il faut quand même se dire que Mbappé va certainement commencer le match et que ce ne sera pas le Piquet qu'on appelle Icardi qui sera là, le poteau ronflant. Bon, et que, bien évidemment, de l'autre côté, on aura un Neymar qui pourra faire de la mobilité. Donc, on a d'ailleurs vu que lorsqu'on fait des appels derrière la défense, qu'ils peuvent se prendre des courants d'air. Donc, je me dis, c'est le meilleur adversaire rêvé pour le Paris Saint-Germain parce qu'on les a vus avec Atlético, pratiquement toute l'équipe dans le camp d'Atlético. Donc, ils peuvent s'exposer à un jeu saillant, de virevoltant des attaquants du Paris Saint-Germain. Xavier, votre opinion? Oui, je ne suis pas certain qu'on assiste au même match que face à l'Atalanta, où effectivement le PSG avait délibérément choisi de subir et de laisser l'Atalanta venir et de procéder en contre. Ils ont eu du mal à se qualifier, puisque c'est qu'en toute fin de match qu'ils ont arraché cette victoire. Là, on a un PSG qui va récupérer des atouts offensifs, donc qui logiquement devrait être un peu plus ambitieux dans le jeu. Face à un Leipzig qui va jouer son jeu comme d'habitude. Donc on devrait avoir un match, j'espère, plus spectaculaire. Mais surtout, ce Leipzig-là me semble un petit peu plus fort que l'Atalanta, dans le sens où c'est une équipe qui a des atouts offensifs capables de faire la différence, même, on l'a vu encore hier soir, à la 85e ou à la 88e. Et puis surtout, peut-être ils ont paru moins fatigués. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont plus de jus parce qu'eux, ils ont eu une vraie coupure après la fin de la Bundesliga. Alejandro, de quoi doit se méfier le Paris Saint-Germain? Je pense qu'il doit se méfier surtout de lui-même, parce que je pense que... De ses fantômes? Oui, parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain qui se met facilement à douter. Là, il y aura l'absence de Navas et son remplacement probable par Sergio Rico, qui est un gardien qui n'a pas du tout les automatismes avec la défense parisienne et qui risque d'être en difficulté. On sait que c'est un gardien très, très instable, très irrégulier. C'est la grande inconnue du match pour le Paris Saint-Germain. Donc ça peut être une grande inconnue. Après, Paris a des atouts énormes également que n'a pas l'Atlético. En tout cas, ce n'est pas du tout comparable. Donc, a priori, Paris devrait pouvoir se sortir de ce piège de Leipzig, mais un match unique, tout peut arriver. On y reviendra de toute façon, on a le temps, ça sera mardi soir ce match. L'autre club français, et lui il joue demain soir, c'est évidemment l'Olympique Lyonnais qui se retrouvera face à Manchester City pour le dernier quart de finale. Alors 2 équipes, vous vous en souvenez sûrement, surtout si vous êtes fidèle à Radio Foot International, ces 2 équipes qui se sont rencontrées l'année dernière. Il y avait eu 2 confrontations et on se souvient que Lyon n'a jamais perdu, ils ont été gagnés en Angleterre et ensuite ils avaient fait match nul. Et d'ailleurs, Maxwell Cornet, qui avait marqué 3 buts sur les 2 matchs, eh bien, il avait impressionné, rien que ça, Pep Guardiola. Et d'ailleurs, on va écouter son camarade camerounais, Karl Toko Ekambi. Lui, il semble habité par une grande confiance. On a une bonne équipe, on l'a démontré contre la Juventus qu'on sait rester solidaire avec ou sans ballon. Donc, que ce soit ceux qui démarrent ou ceux qui rentrent en jeu, on a tous le même état d'esprit. Donc voilà, après... on a réussi à sortir la Juve, donc on se dit pourquoi pas Manchester City aussi. Avant le match, on ne peut pas tirer de conclusion. Je pense qu'il va falloir être dedans, il va falloir être à fond et leur rentrer dedans, comme on dit. Une fois que ça sera terminé, on fera les comptes. Mais pour l'instant, c'est ce match-là qui est important pour nous. Donc on va le faire à fond, tout en étant lucide. Rémi, être lucide, dit évidemment Karl Toko Ekambi, lui qui aura la chance de disputer un quart de finale de Ligue des Champions. Quelles sont les chances pour vous des Lyonnais ? On n'est pas sûr qu'il va discuter parce que certainement l'attaque ce sera avec Ousmane Dembélé, ce sera Dembélé plutôt avec bien évidemment Depay par devant et soutenu par Roy. Mais cependant, on se dit... Vous êtes dans la tête de Rudy Garcia déjà. Donc il est dans la tête du Camerounais. Oui, parce que de toute façon, ils ont des chances parce qu'on a vu des équipes déranger Pep Guardiola quand il joue avec 3 défenseurs. C'est-à-dire que soit le 3-4-3, soit le 3-5-2. On a vu que Pep Guardiola n'aimait pas ce système-là. Et c'est ce que, aujourd'hui, bien évidemment, on voit que Garcia est en train de mettre en jeu. Parce que, justement, aussi, on a vu à Manchester City, même remportant l'année dernière, par exemple, la Première Ligue avec 23 000 passes, mais perdait.
contre des équipes qui étaient dans ce système-là. Et même quand ils ont perdu... Oui, il y a des moments où on peut dérégler la machine, on va dire, de Manchester City. Il n'aime pas ce système-là, il ne parvient pas à trouver... Quel est un des arguments phares pour vous de l'équipe de Garcia? Un des arguments, c'est quoi? C'est qu'ils vont tactique. beaucoup subir. Ils vont beaucoup subir. L'essentiel, c'est de résister. Et bien évidemment, avec l'équipe de Pep Guardiola, dès qu'ils encaissent un but, eh bien... ils se mettent dans le doute. Et comme justement, ils ont déjà été battus par Lyon, comme ils ont été incapables de trouver une solution, et comme souvent, ils sont battus par des équipes moindres ou bien ne parviennent pas à aller au bout de la compétition, eh bien, ils risquent toujours de tomber dans les anciens fantômes parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Quand on a déjà été mordu par le serpent, on craint même le lézard ». Eh oui, avantage psychologique. Alejandro, vous pensez aussi qu'un des avantages de cette équipe, c'est sa défense? Oui, disons qu'en tout cas, depuis la reprise, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs. Ils ont joué la finale contre le PSG, puis ce match contre la Juventus. On a vu que la défense d'Union était quand même une défense qui arrivait à tenir le coup, avec un Anthony Lopez qui est en forme, une défense qui est bien organisée et qui est une équipe qui peut porter aussi les dangers. Il y a des contre-attaquants rapides, il y a des gens qui ont envie de se montrer. Je pense à Depay qui a réussi un penalty décisif contre la Juventus. Donc, évidemment, ils ne sont pas favoris, mais je pense que c'est un rôle qui leur convient parfaitement. Ils peuvent le jouer à fond. Xavier ? Mais ils n'ont rien à perdre, c'est ça, en fait, leur chance. C'est qu'effectivement... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas favoris. Ils ne sont pas favoris du tout. Donc, ils partent avec cette solidité défensive qui leur a permis de tenir en échec le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, de tenir le choc à Turin et de se qualifier, même s'ils ont perdu 2-1. Donc, ils ont cette sécurité à ce niveau-là. Après, au niveau offensif, il ne faut pas oublier qu'on est dans un match à élimination directe et qu'il faut quand même aller marquer un but. Et Lyon, lors de ces 2 derniers matchs, pour marquer, El Jefe le disait, il y a eu ce penalty gentil pour Memphis Depay. Il y en a eu un gentil pour la Juve aussi, donc, mais bon, voilà. Mais sinon, il fallait la marquer, la Panenka. Hein. Oui, il a osé, mais voilà. Sinon, il n'y avait pas vraiment eu de grosses occasions de but. Et là, il faudra quand même marquer un but, à moins de jouer le 0-0 et d'aller au tir au but. Mais j'y crois pas trop. Il faut quand même s'y aller que face à une équipe de la Juve qui n'est pas aussi offensive que Manchester City. On se rend quand même compte que le Lyon, qui avait des possibilités, Memphis Depay, de la 50e à la 90e minute, il a eu un seul ballon à la surface. Donc, ils ne parviennent pas à aller à la surface adverse. Et c'est ça le danger. Le danger, on a un peu peur qu'elle soit anesthésiée, cette équipe, par Manchester City plus que par l'enjeu. En tout cas, un de nos auditeurs, Jacques Bauer, annonce une finale 100% française, Paris-Lyon. PSG-Lyon. Voilà. Bon, pourquoi pas. Jacques Bauer. Ah ouais, c'est un acteur. En tout cas, cette soirée sera aussi à suivre sur RFI demain soir. Allez, un dernier débat avant d'aborder les cartons. Tout de suite. Ha segnato Cristiano Ronaldo, linea cosa? Cristiano Ronaldo, il marque. Ancora Cristiano Ronaldo, Juventus 2, Udinese 0. Conclusion parfaite de Ronaldo, doublé. Cristiano Ronaldo, le grand Cristiano aux 131 buts en Ligue des Champions, mais qui là donc regarde plutôt le tournoi à la télé. Eh bien, après 2 saisons où malgré sa présence, le club n'a pas brillé très loin en Ligue des Champions, éliminé en quart l'année dernière par l'Ajax et en 8e cette année par Lyon, c'est quand même pas les meilleures écuries européennes. Eh bien, Cristiano Ronaldo s'est illustré tout au long de ces 2 saisons, mais on a l'impression, Alejandro, que ça ne suffit pas et que la belle histoire avec l'Italie serait peut-être en train de se terminer ou disons que, on ne sait pas trop. En tout cas, l'Italie, la Juventus a tourné la page Sarri. Sarri, c'était pas un grand fan de Cristiano non plus. Pirlo est arrivé et il veut reconstruire une équipe plus jeune. Donc, le président du club... Un nouveau projet, en tout cas. Voilà, lui a dit, pour... recruter, il veut par exemple un attaquant de premier plan, il faut vendre. Or, la Juventus n'a pas beaucoup de joueurs qui aient une grande valeur marchande. Il y a essentiellement Dybala, qu'on estime à environ 70 millions d'euros sur le marché, ou Cristiano Ronaldo, qui a une valeur marchande moindre puisqu'il a presque 36 ans, mais qui a un salaire très important, de l'ordre de 55 millions d'euros par an. Donc ça pourrait permettre à la Juventus de faire des économies. Donc, on sait que les agents de Ronaldo ont
contacté certains clubs pour voir s'il y aurait un éventuel intérêt pour Cristiano. Mais hier, le président... Ils ont contacté le Barça, paraît-il, Alejandro. Les proches de Cristiano ont démenti ça, mais en tout cas, il y a plusieurs clubs qui ont été contactés. Après, ça ne veut pas dire que c'était quelque chose, une démarche formelle. C'était peut-être simplement une prise de température. Mais le président de la Juventus a dit... L'équipe de Pirlo va se construire autour de Cristiano, c'est que les Italiens traduisent par c'est Dybala qui va quitter la Juventus, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde car c'est un joueur jeune et très identifié à la Juventus. Mais voilà, je pense que en tout cas au niveau de la Juventus, il n'y a pas de doute, il faut vendre l'un des deux. Et apparemment, la tendance ce serait à un départ de Dybala, alors que beaucoup prenaient un départ de Cristiano, étant entendu que malgré son apport, depuis des ans, la Juventus ne joue pas mieux. Et elle ne gagne pas plus qu'avant et elle ne marque pas plus de buts. Donc voilà. Xavier. La Juventus est prisonnière de son système de recrutement, qui est de préempter des joueurs en fin de contrat pour ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert. Donc ils le font avec des joueurs jeunes comme Rabiot par exemple, ou ils le font avec des joueurs usés comme Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Blaise Matuidi. Mais ils le font avec payé succès, un transfert. souvent, hein. Pas toujours. La preuve, c'est que là, ils sont un peu coincés parce qu'on voit que la plupart des grands clubs recrutent des jeunes et eux, ils se retrouvent avec un effectif si on pense à Buffon, si on pense à Bonucci, si on pense à Chiellini. Donc, ils sont obligés de doubler tous les postes pour avoir des jeunes capables de suppléer les anciens qui commencent à être vraiment fatigués. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, la Juve est un peu au bout de son système. Il va falloir rajeunir. Le fait de prendre déjà un entraîneur nouveau comme Andrea Pirlo, qui était un magnifique meneur de jeu. Donc, on se projette très vite sur ce que pourrait être la Juve qui jouerait un jeu prôné par Pirlo. Mais pour ça, il va falloir qu'il ait des joueurs, je pense, plus jeunes et plus adaptés au système qu'il veut mettre en place. Rémi, Cristiano Ronaldo, il a eu du succès avec le Sporting Lisbonne. Il a eu du succès ensuite à Manchester United, puis avec le Real. Et il a eu aussi du succès. Il est champion d'Italie. Il a aussi gagné des titres avec l'Italie. Lui, on a bien compris qu'il voulait montrer, contrairement à votre nouvel ami Messi, qu'il pouvait jouer ailleurs et être toujours gagner des trophées. Est-ce que vous lui conseilleriez d'aller jouer ailleurs ? Non. Il reste là parce que... Jusqu'à la retraite ? Pourquoi pas, hein. Parce que de toutes les façons, la retraite de Cristiano Ronaldo n'est pas encore accostée. Il a dit qu'il jouerait jusqu'à 40 ans. On a pu constater que la deuxième partie de la saison, il est le meilleur buteur européen. On a pu constater que Cristiano Ronaldo ne vieillissait pas. On a pu constater que Cristiano Ronaldo avait une certaine hygiène de vie et qu'il apportait un plus, beaucoup, concernant à ce qu'on peut dire, une visibilité même à la Juve. Parce que quand aujourd'hui, on me dit... on va conserver Messi, qui a aussi 34 ans, et on supplie qu'on doit encore prolonger ses contrats. De l'autre côté, on dit que non, Cristiano Ronaldo, il a trop vieilli. On croirait que l'écart, c'est de 10 ans. Alors que Cristiano Ronaldo, 33, on dit bien que... Aujourd'hui, il était là, on le savait aussi, pour essayer de faire avancer plus loin en Ligue des Champions, cette équipe. Et là, ça n'a pas marché. Ah oui, mais c'est comme si on dit, on a pris Messi pour faire gagner la Ligue des Champions au Barça, et ça ne gagne pas. Cristiano Ronaldo est venu avec la Juve. C'est vrai que... C'était un nouveau défi, après le triplé avec Zidane. C'était un nouveau défi, mais en même temps, ce n'est pas... On n'a jamais vu un joueur seul gagner un trophée. Il est venu et on a constaté... Non, moi je vous demande du point de vue de Cristiano, en se mettant à la place de Cristiano. En se mettant à la place de Cristiano Ronaldo, les dirigeants vont dire, s'il n'y avait pas Cristiano, Lyon venait même nous battre encore, à domicile. C'est Cristiano Ronaldo qui, jusque-là, a sauvé, marque le doublé. C'est Cristiano Ronaldo qui donne même ce trophée à la Juve pour être champion. Sinon, cette Juve était déjà finie. Comme on dit, les joueurs sont déjà usés, lessivés. Ça fait que cette équipe aujourd'hui, on a pu le constater de surcroît lorsqu'on prend un entraîneur qui n'a pas l'idée de là où il va, eh bien, on va dans la fumée. Justement, bon fumeur comme il est. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas Cristiano Ronaldo, le problème est de reconstruire avec des joueurs valant quelque chose et venant mettre, l'incruster auprès d'un homme expérimenté. Oui, à part que Cristiano Ronaldo, il faut qu'on joue pour lui. Voilà, c'était le cas au Real Madrid, ça a été un peu moins le cas à Manchester United à l'époque. Non, mais après, marque but sur but, mais il arrive à la Juventus, effectivement, avec un entraîneur qui, lui, ne fonctionne pas de cette façon-là, et avec des joueurs qui ont gagné sans lui.
puisqu'ils sont champions d'Italie depuis 9 ans maintenant. Donc, ils n'ont pas attendu Cristiano Ronaldo pour être champion d'Italie. Donc, ils savaient jouer, ils savaient gagner, ils savaient marquer. Alors, c'était un jeu pas toujours spectaculaire, mais voilà. Et Cristiano Ronaldo, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il leur apporte? Alors, effectivement, il marque des buts. Il marque des buts quand on lui donne le ballon. Mais après, avant lui, il y avait d'autres qui marquaient, notamment Gonzalo Higuaín, qui a quand même le co-recordman des buts en Serie A sur une saison, qui était déjà là et qu'ils avaient acheté très cher à Naples à l'époque. Donc du coup, on se retrouve avec des joueurs en doublon. On se retrouve avec des joueurs qui ne sont pas adaptés ou qui n'ont pas forcément disposé à le servir. Et d'où le fiasco auquel on assiste actuellement. Alejandro, s'il partait, quel est le club qui pourrait vouloir acheter Cristiano? Est-ce que ça serait pour l'image? Est-ce que ça serait pour... je pense que oui, parce que en tout cas parce que lui il veut pas partir au Qatar ou en Chine ou aux États-Unis. Mais le sondage, en tout cas rapide, qui aurait été effectué par les agents de Ronaldo n'a pas été très concluant. On ne s'arrachait pas Cristiano Ronaldo, même au PSG. On n'a pas besoin de lui, alors que le PSG a été évoqué. Ils ont Neymar, ils ont Mbappé. Oui, en point de vue image. Voilà, donc ça peut être ça, ou ça peut être effectivement des destinations un peu plus exotiques, mais qui n'intéressent pas Cristiano Ronaldo, et on peut le comprendre. Ou alors terminer dans le club où il a commencé, au Sporting, comme font certains joueurs. Il n'aura pas le même salaire. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, mais bon, il a peut-être assuré ses arrières. Allez, c'est la dernière partie de ce Café des Sports. On passe au carton. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. La main, Xavier Barret. Moi, je vais donner un carton vert à Eric Maxime Choupo-Moting, tout simplement parce un Camerounais. Oui, parce que il m'a pris mon carton, j'ai cherché tout de suite. Bon, parce que tout simplement, cette semaine, j'ai trouvé son comportement, il était de toute façon exemplaire et très collectif depuis des mois et des mois, mais j'ai trouvé que le destin lui avait rendu effectivement ce qu'il avait apporté. Donc, c'était un remplaçant modèle, un super sub un petit peu méprisé, voire moqué. Et puis là, eh bien, le destin lui a souri. Lui, il a accepté de signer ce contrat, cette prolongation de 2 mois sans garantie alors qu'il était en fin de contrat au PSG. Il rentre parce qu'il n'y a plus d'attaquant pour jouer. Il est là, il amène le premier but, le but égalisateur, et il marque le but de la qualification. Donc chapeau l'artiste, c'était totalement imprévu, pas du tout programmé, mais tellement mérité. Avec le salaire le plus bas du Paris Saint-Germain, 3 millions. Bon, ce qui est pas mal déjà. Rémi, alors, et vous aussi, vous mettez un carton à Eric Choupo-Moting? Je voulais mettre un carton à Eric on est d'accord sur le carton, vous vous rendez compte? C'était un carton vert, et d'ailleurs, j'en ai fait un direct spécial sur ça. Mais cette fois-ci, je vais mettre le carton vert à quelqu'un d'autre, quand même, qui est sur les traces de José Mourinho, parce qu'il est aussi jeune, Nagelsmann, donc par rapport à la Ligue des Champions, il faut quand même se dire qu'il devient... C'est pas vraiment le même style. Hein. Ah oui, mais quand même, on sait quand même que José Mourinho, quand il gagnait avec le Porto, tout le monde ne voyait pas venir. Et aujourd'hui, on voit un jeune qui a 28 ans arrive quand même. Et surtout, on voit qu'il y a une grande progression et que, contrairement à d'autres équipes où on dit souvent que non, ils ont un bon effectif, mais c'est lui qui fait l'équipe. Parce qu'avec Hoffenheim, quand il arrive en 2016, c'est lui qui sauve Hoffenheim de la relégation. Et puis, il va faire même que Hoffenheim se qualifie pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Puis, il va faire que Hoffenheim se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Cela signifie que ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui, avec Leipzig, on se retrouve justement en demi-finale. Donc, vraiment, c'est ce jeune-là. Voilà, il est impressionnant. Comme on dit, quand on est un bon coq, on peut chanter des l'œuf. Alejandro, est-ce que vous allez chanter? Je vais donner un peu la parole à nos auditeurs, qui d'ailleurs félicitent Xavier pour son carton, mais beaucoup, par exemple Jibiba veut donner un carton vert à l'Atalanta ou Mouss Moïse Niakate à Leipzig, donc les 2 clubs débutants qui ont vraiment été à la hauteur du rendez-vous des quarts de finale qu'ils disputaient pour la première fois. Donc bravo à ces 2 clubs qui nous ont fait vibrer cette semaine. Radio Foot International met un carton rouge à Raymond Domenech.
Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus, auteur à la fin du match PSG-Atalanta d'un tweet qui déchaîne la colère en Italie. C'est ce que nous a confirmé, alors c'est ce qu'on lit un peu, et c'est ce que nous a confirmé Matteo Cioffi. Je vous lis le tweet de Raymond Domenech. Bravo au PSG pour cette belle émotion, et merci à Gasparini, déjà. Il y a une petite erreur puisqu'il s'agit de Gasperini. Pour ces changements de fin de match, comme quoi la légende des entraîneurs italiens, grand tacticien sur un match, reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite. Alors évidemment, les Italiens se sont sentis vexés. Il y a un journaliste sportif, un de nos confrères, a dit « Difficile de prendre au sérieux les critiques d'un sélectionneur qui a connu la pire humiliation publique de l'histoire d'un mondial, la grève de ses joueurs ». La France produit d'immenses entraîneurs, a produit au cours des 40 dernières années Hidalgo, Deschamps, Jacquet, Lemaire et l'extraordinaire Zidane. Heureusement pour nous, aucun d'entre eux n'était sur le banc en 2006. Parce qu'on se souvient qu'en 2006, les Italiens gagnent la Coupe du Monde et qui était en face, c'est évidemment Domenech. On a l'impression qu'il y a encore un petit contentieux. Il y a aussi alors des tweeters très inspirés. Vous avez 100% raison, Gasparini, reprend Arconir, aurait même dû demander sa femme en mariage après cette défaite de légende. C'était l'occasion rêvée. On se souvient de cet épisode de 2008 grâce à Domenech. Enfin, Gasperini, il a fait descendre ses joueurs du bus à Lisbonne en attendant. Bref, il en prend pour son grade, Raymond Domenech. Peut-être avait-il de l'humour, mais on sait que c'est pas sur Twitter qu'il faut faire de l'humour. Il y a un fort contentieux entre Domenech et les Italiens. Il faut rappeler que ça remonte déjà à l'époque où il était entraîneur des Espoirs et où l'équipe de France Espoirs s'était fait, avec pourtant Thierry Henry, Willy Sagnol, etc., s'était fait un peu voler lors d'un match de barrage pour une phase finale d'Euro Espoir. Je crois que c'était en l'Euro Espoir 2000. Et donc, depuis, il en avait gardé une véritable amertume. Et puis, pour dire, il y a quand même une interview de Gasperini dans l'équipe qui dit la qualité et la force physique des joueurs français a toujours été une valeur sûre, mais c'est étrange de voir que ce n'est pas le cas pour vos entraîneurs. Donc bon, il y a eu une petite pique de Gasperini la veille du match dans l'équipe que Raymond Domenech a peut-être pris aussi pour lui. Oui, bon, de toute façon, c'est vrai que là, il en prend pour son grade, tant du côté italien que du côté français. Alejandro, allez, quelques commentaires encore de ceux qui nous regardent ou qui nous suivent. Oui. Il y a eu quelques cartons rouges pour notre ami Rémi, car on l'accuse d'avoir été un peu avare, un proverbe africain aujourd'hui. Alors, vous avez l'occasion de vous rattraper encore, Rémi. Rémi, réfléchissez d'ici la fin de l'émission. Mais sinon, non, voilà... Tout le monde est heureux de vous retrouver. Annie, beaucoup de messages pour votre retour après vos petites vacances. Je reviens. Allez, une dernière question, un tour de table, messieurs. On l'a fait lundi en début de semaine. Bon, on n'était pas aussi avancé dans la compétition. Maintenant, au vu de ce qu'on a déjà observé, qui va gagner cette Ligue des Champions, Rémi ? Qui voyez-vous gagner la Ligue des Champions ? Qui va gagner la Ligue des Champions ? Allez, vous avez le droit de réfléchir. Xavier Barret. Lyon. Non, personne ne croit. Non, ça c'est pas possible. Non. Bon, moi, je peux vous dire, c'est le PSG. Ah oui, carrément. Ah oui, je comprends la chemise aujourd'hui. Moi, je vois une finale Manchester City-PSG et après, sur une finale, pourquoi pas le PSG. Ah oui. Alejandro ? Moi, je reste sur mon idée initiale, c'est-à-dire Barcelone. Bon. Eh bien, écoutez, les avis, évidemment, sont partagés pour une compétition qui, malgré le contexte, malgré ce tournoi sur un match unique du côté de Lisbonne, malgré aussi le défaut de supporters et de spectateurs, donc d'enthousiasme populaire, continue quand même à passionner au-delà de on va dire de l'Europe, parce que notamment en Afrique, nos auditeurs nous montrent bien que cette compétition continue à les passionner. C'est la fin donc de ce Radio Foot International aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a à partir de 20h58 sur l'antenne de RFI toute l'équipe du service des sports qui vous attend pour vous faire suivre le match et vous serez là pour les aider, Xavier Barret. Et demain, samedi aussi. Et demain aussi, comme je l'avais signalé, entre Lyon et Manchester City. Et pour ce qui est de tout à l'heure, on se retrouve pour une deuxième édition de Radio Foot International. Un petit proverbe, Rémi. C'est terminé. C'est terminé. Non, vous avez encore 15 secondes. C'est raté. Allez. Ceux qui arrivent à table ne trouvent que les os. C'est terminé. La semaine prochaine. Merci à tous et à tout à l'heure pour ce qui est de Radio Foot. Don't
carte mondiale du tourisme sera-t-elle différente après la pandémie de la Covid-19 ? Les touristes ont-ils conscience de leur influence géopolitique par l'intermédiaire de leur choix de lieu de vacances ? Un universitaire, une journaliste spécialisée et le président d'un grand tour opérateur